Après une super nuit au calme dans notre petit campement au milieu des buffles et des rizières, on prend un bon petit déjeuner car la journée s'annonce intense. Hier, on a pris une première claque avec le marché et les combats de buffles. On se prépare donc pour cette deuxième journée et on redescend directement au cœur de la cérémonie funéraire. Aujourd'hui, on passe à une autre étape des festivités. Et dès notre arrivée, on tombe sur un nouveau rituel qui est en train de se mettre en place. Là, ce que vous voyez, c'est le Mabadong. Pour notre part, c'est assez difficile de décrire avec des mots ce qu'on a ressenti face à ce cercle qui chante. Mais c'est clairement l'un des moments les plus hypnotiques de toutes les funérailles. Au début, c'est un groupe d'hommes, souvent des anciens, qui connaissent par cœur les textes sacrés, qui forment un grand cercle. Ils se tiennent tous par le petit doigt et se mettent à tourner très lentement. Ce qui est fou, c'est qu'il n'y a aucun instrument. Tout repose uniquement sur la voix humaine. Ils unissent leur voix dans un chant traditionnel à plusieurs voix. Et ils utilisent un langage Toraja ancien et super poétique, qui n'a rien à voir avec la langue qu'ils parlent tous les jours. Une fois que le rythme est bien lancé et que le noyau dur est en place, le cercle s'ouvre pour s'agrandir. Tout le monde peut les rejoindre, d'autres femmes, d'autres hommes et même des visiteurs comme nous. Ce chant est sacré et il est strictement réservé aux funérailles. Il sert à consoler la famille, à célébrer la vie et tout ce qu'a accompli la défunte, mais surtout à guider son âme. Ce rythme, ça l'aide à accepter son départ du monde des vivants et à entamer son voyage vers le Puya, le pays des âmes. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas que la famille qui chante. Le Mabadong, c'est un vrai devoir communautaire. C'est une immense preuve de solidarité de tout le village et des clans voisins pour soutenir les proches. Le Mabadong ne se fait pas qu'une seule fois. Il accompagne absolument toutes les étapes des obsèques. Et au fil des jours, le chant suit une progression super précise, découpée en 4 grandes phases. Mais on reviendra un peu plus tard sur ce cercle chantant. Une fois le cercle chantant terminé, c'est un cortège complètement fou qui commence à faire son entrée sur le Rante, la place centrale. C'est les buffles. Et là, ce n'est pas juste un simple rassemblement de bétail, c'est carrément l'exposition de la flotte spirituelle du défunt. Vous l'avez compris, ici, le buffle n'est pas un animal comme les autres. C'est le pilier central de toute la société et de la spiritualité Toraja. D'ailleurs, ils ne sont pas juste lâchés sur la place, ils sont carrément mis en scène. Les plus précieux sont décorés avec des rubans sur les cornes ou drapés de tissus traditionnels. Ce sont des jeunes hommes qui guident les bêtes à l'aide d'une simple corde. Et je peux vous dire que maîtriser un animal d'1 tonne, excité par la foule et la chaleur, ça demande une force et une dextérité de dingue. Cette lutte physique fait complètement partie du spectacle. Et faire parader ces bêtes, c'est une démonstration publique de la puissance de la famille. En fait, faire défiler ces buffles autour du cercueil, c'est crucial. Ce sont les montures sacrées qui vont porter l'âme de la défunte jusqu'au Puya. Sans eux, l'âme serait condamnée à faire tout le voyage à pied et elle risquerait de ne jamais y arriver. Une âme perdue, qui erre entre les deux mondes, c'est une vraie menace pour les vivants, car elle pourrait revenir les hanter et attirer le malheur. Ce défilé, c'est un message super fort envoyé à la défunte. Comme pour lui dire « Regarde toute la richesse qu'on déploie pour t'honorer, tes montures sont prêtes, tu peux partir en paix ». Pour la parade,
Le cortège respecte une hiérarchie super stricte, dont on avait déjà parlé dans la précédente vidéo. En tête de file, on retrouve les Tedong Saleko, les buffles les plus sacrés. Derrière, ce sont les Tedong Bonga, et le cortège se termine par les Tedong Pudu. Bon, et je pense que vous l'aviez deviné, tous ces buffles vont être sacrifiés. Regardez ça, ce grand baldaquin où est posé le cercueil pour le cortège, c'est ce qu'on appelle le sarigan. C'est une masse énorme qui pèse plusieurs centaines de kilos. Et pour réussir à le soulever, il faut parfois l'énergie de 30 à 50 hommes. Tout repose sur une structure super épaisse en bambou. Mais ici, le poids n'est pas seulement physique. Quand vous voyez les porteurs hurler, se bousculer et secouer le cercueil dans tous les sens, ils sont en train de vivre une vraie libération. En gros, en secouant le cercueil, ils secouent leur propre tristesse. Il faut savoir que chez les Toraja, la tristesse est vue comme une forme de faiblesse. En créant cette énergie de fou, entre la sueur, les cris et même parfois les rires en plein effort, la communauté montre à la défunte la force de la vie. Son âme doit partir dans la joie sans être retenue par les larmes de ses proches. C'est vrai que pour nous, avec un œil extérieur, tout ce chaos peut sembler presque irrespectueux. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Ici, la mort n'est pas une fin brutale, c'est juste une transition. Ces mouvements super brusques qui font tanguer le cercueil comme un bateau sur une mer déchaînée, ça rappelle le mythe des ancêtres fondateurs qui sont arrivés à Sulawesi par l'océan. C'est aussi une belle métaphore de tous les hauts et les bas de la vie que la défunte a traversée. Et puis, il y a une dernière explication à toute cette agitation, et elle est protectrice. Ce vacarme sert à faire fuir les mauvais esprits qui rôdent pour rattraper l'âme. Les porteurs font exprès de prendre des trajectoires hyper complexes et de faire pivoter le sarigan sur lui-même pour perdre la défunte. Le but, c'est de l'arracher complètement à ses repères terrestres pour qu'elle ne retrouve surtout pas le chemin du retour. Si elle s'égarait et revenait hanter sa maison, ça apporterait le malheur sur toute la famille. Juste derrière cette tempête d'hommes qui fait vibrer le sarigan, il y a un détail super important à observer, ce grand drap rouge. Il est directement attaché au palaquin et il fait office de cordon ombilical. Symboliquement, c'est la route tracée vers le Puya, le pays des âmes. Et ce drap, seules les femmes et les enfants de la famille proche ont le privilège de le porter. Il y a une dualité qui est fascinante à filmer ici. Alors que les hommes créent un chaos total pour simuler la tempête de la vie, les femmes, elles, incarnent la sérénité et la direction. Même si on les voit rire et crier, en tenant ce drap, elles guident littéralement l'esprit de leurs proches sur le bon chemin. Elles sont là pour veiller à ce qu'elles ne s'égarent pas et qu'elles ne restent pas bloquées chez nous, dans le monde des vivants. Pendant la cérémonie, il y a un autre élément central qu'on croise partout, le Tao Tao. Mais attention, ce n'est pas une simple statue commémorative. Pour les Toraja, cette statue est le défunt. D'ailleurs, pendant toute la procession du cercueil, il participe activement à son propre cortège. En fait, son rôle est super important. Si l'âme de la défunte se retrouve un peu confuse ou perdue à cause de tout le bruit et des secousses du cercueil, le Tao Tao lui offre un réceptacle physique, un vrai point d'ancrage pour se poser. C'est pour ça que ses yeux sont toujours grands ouverts. Ça lui permet de voir toute l'ampleur de la fête, les buffles qui lui sont offerts et tout le respect que lui témoigne la communauté.
Une fois que la procession est enfin terminée, le cercueil est hissé tout en haut du Lakyan, le grand pavillon qui domine la place centrale. Dans l'architecture et les croyances Toraja, la hauteur définit le rang spirituel. En plaçant le cercueil tout en haut de ce pavillon très décoré, la défunte est symboliquement élevée au-dessus du monde des vivants. Depuis ce perchoir, son âme a vraiment une vue imprenable sur le Rante, qui est la place centrale, pour assister à toute la suite des festivités en son honneur, et notamment aux sacrifices qui vont avoir lieu les jours suivants. Ça y est, elle est désormais prête pour son grand départ. Et pour nous, l'élévation du cercueil dans le Lakyan, ça marque la fin de cette deuxième journée complètement folle. Ben voilà, on s'est réveillé pour notre troisième jour de la cérémonie. On est toujours sur notre champ là, c'est magnifique où on dort parce qu'on a tous les gens qui amènent les buffalos, les taureaux, les chevaux et puis qui viennent les nettoyer le matin et tout. C'est super mignon, c'est super beau réveil. Du coup aujourd'hui c'est le jour où ils vont commencer à recevoir les invités et les différentes familles et les différents clans en fait. Ils viennent apporter des animaux. Souvent en fait c'est une dette qu'ils ont envers la famille. Par exemple la personne qui est décédée, elle va offrir plein de cochons ou de buffalos durant sa vie pour des autres cérémonies. Et du coup quand elle va décéder, les autres familles vont devoir venir faire des donations en fait de buffalos, de cochons en fonction de ce qu'ils ont reçu pendant les cérémonies. Donc voilà, ils appellent ça une sorte de dette communautaire, la dette des funérailles. Du coup il y a tout le monde qui arrive avec des buffalos, des cochons, des animaux. Et ils les amènent ici et soit ils vont être sacrifiés, soit la famille va les garder. Quand une famille Toraja organise un Rampu Solo, une cérémonie funéraire, elle ne construit pas juste un simple décor. En fait, elle édifie une véritable cité éphémère capable d'accueillir des centaines, voire des milliers de personnes. Et ce qui est fascinant, c'est que ce village temporaire reflète fidèlement toute la hiérarchie sociale des Toraja. Toutes ces structures qu'on voit autour de nous, ce sont des lontangs, et leur disposition autour de la place centrale suit une logique de caste ultra stricte. Déjà, il y a le Lakyan, le pavillon le plus haut dont on parlait juste avant, où est placé le cercueil. Pour les invités, le placement est divisé en plusieurs secteurs. Les familles les plus prestigieuses et les castes supérieures occupent les pavillons les plus proches du Lakyan. Et plus on s'éloigne du centre, plus on descend dans la hiérarchie. D'ailleurs, les structures à 2 étages sont un énorme marqueur de statut. Les invités de haut rang sont placés en hauteur. Au niveau du sol, en bas, c'est pour les invités de rang inférieur. Et bien sûr, ils construisent aussi une structure spécialement pour les touristes. Pour notre part, nous avons eu la chance de pouvoir nous installer avec la nièce de la défunte et sa famille en haut d'un pavillon et de manger avec eux durant tout notre séjour ici. Ce qui est fou, c'est que toutes ces infrastructures sont construites par la communauté elle-même. Pour cette cérémonie, il aura fallu 18 mois pour tout construire. Et dès la fin des funérailles, tout est démonté. Rien de permanent ne doit rester parce que le Rante doit redevenir un lieu totalement neutre. Pour finir, chaque pavillon a un numéro ou un nom affiché. C'est essentiel pour le système des dettes. La nourriture, comme le riz ou la viande de buffle et de cochon, est distribuée selon un protocole hyper complexe. Les organisateurs doivent savoir précisément quel pavillon a droit à quel morceau. La cuisse, la tête ou le foie. Chaque partie de l'animal a une valeur sociale différente et le numéro sur le pavillon permet de vérifier que chaque invité reçoit la part exacte qui correspond à son statut et à ce qu'il a lui-même offert pour la cérémonie. Pour bien comprendre ce qui se passe sous vos yeux, il faut se pencher sur le principe fondamental de la société Toraja. Ici, la dette n'est pas du tout une honte, c'est le pilier central de la solidarité.
La richesse ne s'accumule pas, elle circule. En fait, chaque don reçu lors d'un enterrement, que ce soit en buffle, en porc ou en sac de riz, c'est en réalité un prêt méticuleusement enregistré qui engage l'honneur de toute une lignée. Et ce système de dette, il s'étend sur des décennies et se transmet de génération en génération. Si une famille a reçu de l'aide ou un animal il y a 10 ou 20 ans, les descendants ont aujourd'hui l'obligation de rendre l'appareil. Ne pas honorer cette dette sociale, c'est une faute super grave qui briserait le lien avec toute la communauté. La notoriété de la défunte était tellement grande que cette journée des dettes s'est étirée sur 2 jours entiers. Tout commence dès l'entrée, où les gens s'enregistrent auprès de personnes qui notent précisément quelle famille a apporté quoi. Ainsi, la famille de la défunte sait exactement ce qu'elle devra rendre, une bête de valeur équivalente, le jour où ce donateur, à son tour, organisera des funérailles. Les familles arrivent sur le rente en de longs cortèges avec leur offrande. Des buffles, des cochons, des coqs. Toutes les bêtes sont présentées au centre de la place. Et c'est là qu'intervient ce qu'on pourrait appeler une comptabilité sacrée et totalement publique. Un crieur public prend le micro. C'est en quelque sorte le notaire de la communauté. Chaque bête qui arrive est présentée devant tout le village. Le crieur annonce publiquement son donateur et ses caractéristiques, comme la taille des cornes ou le pelage. Cette annonce au micro fait office de preuve officielle pour éviter les malentendus ou les contestations futures. Montrer les bêtes, c'est aussi montrer le poids de ses alliances. Plus la famille reçoit de dons prestigieux, plus cela prouve qu'elle est respectée et qu'elle a été généreuse par le passé. Vous n'imaginez même pas le nombre de buffles qu'on a vu défiler durant ces 2 jours. This is homeland, is a dreamland. This country has lot of hopes. Rice fields and garden light green as long as you can see. Mais il y a une autre facette, beaucoup plus brutale. En plus des buffles, il y a une quantité impressionnante de cochons. Et là, je dois être totalement honnête avec vous, c'était un moment vraiment difficile à vivre. Les cris des cochons sont d'une violence et la manière dont ils sont transportés, suspendus à des bambous ou serrés dans des cages, n'est pas facile à voir. C'est le revers de la médaille de ces cérémonies. On a été confronté à une intensité physique et sonore qui a bien bousculé notre sensibilité. Et oui, j'ai beaucoup pleuré, parce que c'était des moments très éprouvants. Je choisis de ne pas tout vous montrer, car il y a eu des instants vraiment durs, des images qui resteront gravées à jamais dans ma tête, et que je ne peux pas exposer ici. Je pense que ce que je vous partage est déjà bien assez intense comme ça. Après ces 2 jours où nous avons vu défiler buffalo et cochons, nous sommes au jour fatidique des sacrifices. La journée commence avec un chant. Nous avons pu voir le magnifique taureau qui était notre voisin durant ces quelques jours et un buffle se faire entourer par le cercle chantant au centre du rente. Et pour tout vous dire, j'ai fini par rejoindre la ronde moi aussi. Entendre toutes ces voix s'unir, c'était tellement puissant que c'est comme si le cercle m'appelait pour le vivre de l'intérieur. En rejoignant la ronde, on comprend tout de suite la symbolique derrière ce geste de se tenir par le petit doigt. Ça permet vraiment de faire circuler une énergie collective. Tout le monde se met en symbiose et le mouvement des bras et le rythme des pieds finissent par devenir un seul et même battement. Bon, par contre, je vous avoue que ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Il m'a fallu un petit moment d'adaptation pour réussir à choper le rythme et me caler sur les autres. Nous formons un anneau protecteur tout autour du taureau et du buffle.
Ce chant autour de ces animaux remplit 3 rôles cruciaux. Le premier, c'est un transfert d'énergie. En chantant ensemble, on injecte une force spirituelle dans le buffle et le taureau pour leur donner la puissance nécessaire de porter l'âme de la défunte sur le chemin super escarpé vers le pays des morts. Le deuxième rôle, c'est une validation publique. En entourant ces animaux spécifiques, toute la communauté reconnaît et honore la valeur de l'offrande, le donneur et la défunte. Et enfin, le troisième rôle, c'est le domptage de la force brute. Ces animaux sont massifs et imprévisibles. Le rythme hypnotique du cercle humain sert à apaiser leur esprit sauvage pour en faire des serviteurs dociles dans l'au-delà. Sans ce cercle et ses chants ancestraux, le sacrifice ne serait qu'un abattage ordinaire. Mais par la force de la culture qui entoure la nature, le buffle est officiellement scellé dans son rôle de guide sacré. On arrive maintenant à Matingoro Tedong, le sacrifice des buffles. C'est le moment le plus brutal pour un œil occidental, mais pour les Toraja, c'est le plus sacré. Après que les familles ont été appelées au micro, le sacrifice commence. Et attention, ce n'est pas du tout un abattage comme à l'abattoir. C'est un rituel d'une précision chirurgicale. L'homme qui s'en charge est un expert très respecté, un peu comme un prêtre. Il utilise une épée traditionnelle ultra tranchante. Le buffle doit s'effondrer instantanément, les pattes repliées sur lui. C'est ce qu'ils appellent mourir en silence. Cette précision est vitale et génère un stress immense pour la famille. Selon la légende, si l'animal meurt sur le coup, c'est le signe que l'âme est acceptée et qu'elle sera escortée rapidement vers le puya. Mais si le buffle lutte, se débat ou s'enfuit, ça signifie que le sacrifice est refusé par les esprits, ce qui jette une ombre terrible sur les proches. Ils se disent que le défunt n'est pas satisfait ou que le lien avec les ancêtres est rompu. On regarde même la posture de la bête en tombant. Si sa tête pointe vers la maison traditionnelle ou vers le soleil levant, c'est un excellent présage pour la prospérité de la famille. À côté de ça, le sacrifice des cochons est tout aussi codifié. Ils sont tués à la lance ou au couteau par la famille et les invités, puis immédiatement brûlés au chalumeau pour enlever les poils et dépecer aux yeux de tous. C'est un spectacle ultra viscéral, sans aucune pudeur, parce que la nourriture est le cœur du lien social. D'ailleurs, au moment des sacrifices, l'ambiance générale est très déroutante. Il y a de l'excitation, des rires et même des disputes sur la qualité de la viande. Pourquoi cette joie ? Parce qu'on ne célèbre pas la mort, on célèbre la réussite du passage. Plus il y a d'animaux sacrifiés, plus ça prouve que la défunte était une grande de ce monde et qu'elle est escortée par une véritable armée. C'est une journée de victoire pour la famille qui prouve son statut. Pour bien comprendre, la procession crée l'énergie et le sacrifice, c'est ce qui propulse cette énergie vers le monde invisible. Quand toute cette viande est enfin cuite, le rente se transforme en un immense banquet. Et c'est là, dans ce partage, que le lien social de toute la communauté est renouvelé pour les 10 ou 20 prochaines années. En quittant le rente ce soir-là, on a réalisé à quel point notre vision occidentale de la mort est très loin de la leur. Ici, on ne pleure pas une fin, on accompagne un voyage. Et voir toute une communauté s'unir pour propulser une âme vers l'au-delà, c'est sans doute l'une des plus belles leçons de solidarité qu'on ait reçues durant notre voyage. Après ces 4 jours d'une intensité incroyable, on a d'ailleurs pris la décision de partir, même s'il restait encore plusieurs jours de rituels et de cérémonies. C'était intense, c'était éprouvant, mais c'est aussi pour ça qu'on voyage, pour être secoué et découvrir d'autres manières de voir le monde. Les rituels de Toraja nous ont vidés, émus et parfois bousculés au plus profond de notre sensibilité. Mais on est tellement reconnaissant d'avoir pu vivre ça. Tout ça restera gravé en nous à jamais.
Merci d'avoir suivi cet épisode pas comme les autres et on se dit à très vite pour la suite de l'aventure. Allez, bye bye!